Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces des poilus, aujourd'hui consacrée au 110e anniversaire du début de la bataille de Verdun. Voilà 10 années, j'étais ici présent et je faisais mes débuts avec la chaîne Rive 54. D'ailleurs, ces 10 ans-là, nous allons les fêter aujourd'hui. Nous allons les fêter comment ? Tout simplement, nous allons découvrir des endroits pratiquement inconnus du grand public. Si vous vous souvenez, j'avais décrit, voici une dizaine d'années, donc le pourquoi Verdun. Nous avions vu le volet géopolitique et le volet stratégique. Maintenant, nous allons parler vraiment plus dans la technique de défense du secteur du bois des corps. Alors aujourd'hui, nous partons à la découverte des grandes lignes de défense du secteur du bois des corps. En effet, lorsque le lieutenant-colonel Drian arrive ici avec son groupement de chasseurs, le 56e et le 59e BCP, le 1er novembre 1915, il relève le 362e régiment d'infanterie qui, lui, est déjà sur les lieux depuis un certain temps. Et le colonel Drian n'aura de cesse que d'améliorer déjà les défenses élaborées. Ces défenses, quelles sont-elles ? Ce sont les lignes de grande garde, qu'on appelle les GG. Vous avez la ligne de grande garde numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ces lignes de grande garde, elles sont soutenues. Elles sont soutenues parce qu'on appelle la ligne des S, donc la ligne des soutiens, qui sont, elles, des petites tranchées, donc à l'intérieur de ces lignes de grande garde, installées plus profondément. Et puis, vous avez la troisième ligne, la ligne des R, la ligne de résistance, la ligne des réduits, qui, elles, ce sont des petites infrastructures bétonnées, disséminées, donc très profondément dans la forêt de plusieurs secteurs. Le bois Lecomte, le bois le Shaoli, le bois des corps. Alors maintenant, partons à la découverte de la ligne de défense numéro 1, la Grande Garde GG1. Derrière moi, vous avez les lignes allemandes dans le bois juré, ici à en gros 100 mètres environ. Voilà. Il faut savoir, quand le lieutenant-colonel Drian reçoit l'ordre de réoccuper les lieux au 1er novembre 1915, avec son 56e et 59e bataillon de chasseurs, le 56e connaît déjà les lieux. Pourquoi ? Tout simplement, il a repris aux mains des Allemands en septembre 1914 tout ce secteur avec de lourdes pertes. Bien, nous arrivons maintenant dans la zone de la ligne de grande garde numéro 1, GG1. Alors GG1 prenait naissance donc face à moi, dans le bois Lecomte, dans la partie ouest du bois Lecomte que vous avez face à moi. Vous voyez toute la lisière du bois le Shaoli que vous avez là, qui continue donc jusqu'à un autre chemin de limite que nous verrons tout à l'heure. Alors les Allemands étaient installés où par rapport à GG1? Reprenons l'extrémité est du bois Lecomte que vous avez face à vous. Les Allemands tenaient la bonne moitié de ce massif forestier que vous avez face à vous. Ils avaient même installé des blocos d'ailleurs, en béton dur et nettement plus épais quand même que les infrastructures bétonnées françaises. Ensuite, si nous levons un peu la tête, nous apercevons les toitures du village de Ville-devant-Chaumont. Nous les verrons mieux tout à l'heure car nous allons maintenant progresser en suivant cette longue tranchée continue qui va de ce bout de terrain que je vous ai montré jusqu'au-delà de cette lisière. Alors voyons comment était faite GG1. Une précision à apporter. GG1 était tenu par la 10e compagnie, commandée par le capitaine Vigneron, au matin du 21 février 1916. Et comme tout le 59e était engagé dans les grandes lignes de défense, dans les grandes lignes de soutien et quelques lignes de résistance dites les réduits, ils attendaient la relève du 56e lorsque un inouï bombardement arrive. Bien sûr,
tout a été remis en cause. Alors poursuivons GG1. Alors en parcourant la tranchée GG1, il y a un endroit qui est assez particulier, c'est celui-ci, où les chasseurs donc avaient emmuré cette tranchée dans du gabionnage, c'est-à-dire un treillis tressé soit de fil de fer d'acier ou de brindilles de bois en y entassant des cailloux et des pierres. Voilà. Ce qui permet d'avoir une certaine solidité. Mais ce n'est pas partout comme ça. C'est selon ce qu'ils trouvaient comme élément en creusant. Nous sommes toujours en train de poursuivre GG1, qui est une ligne de tranchée continue, sur au moins 700 à 800 mètres, pas loin. Franchement, il fallait le faire. Et on l'aperçoit, qui est donc bien creusé en lisière. Alors, tout en poursuivant GG1, nous arrivons sur une hauteur de cette ligne de défense et nous apercevons donc le village de Ville-devant-Chaumont qui se trouve légèrement sur votre droite et nous observons même son clocher. Derrière, vous avez donc les collines environnantes qui étaient déjà tenues par les Allemands, où le général Schnabel, qui était le patron de l'artillerie allemande pour la grande offensive sur Verdun, avait installé des environs de Brabant-sur-Meuse, mais un peu plus au nord, vers Consenvoie, donc 1225 canons, en gros sur une distance d'une quinzaine de kilomètres, pratiquement en dépassant quelque peu Horn. Si je viens de parler de l'artillerie allemande où elle était disposée par rapport où nous sommes actuellement, il faut dire aussi que les Allemands, depuis Ville-devant-Chaumont que vous voyez là-bas, avaient creusé dans ce glacis qui est un terme militaire qui veut dire un secteur de terrain dépourvu de toute végétation. Ils avaient creusé des éléments de tranchées disséminés en plein glacis. Il y avait même des installations de Minenwerfer pour donc arroser les positions de première ligne françaises qui se trouvaient dans ce secteur. Le capitaine Vigneron, à l'aube du 21 février 1916, va accuser le choc de l'artillerie et aussi à l'issue le choc de l'assaut allemand. L'assaut allemand était donné donc ici dans ce secteur par la 21e division du 18e Armée Corps. Alors le sentier sur lequel je chemine actuellement était déjà là à cette époque, il existait. Et moi je m'en sers très pédagogiquement pour expliquer au groupe que j'amène dans ce secteur, d'expliquer que sur ma gauche, ce sont les lignes allemandes, dans le Chauffour, le bois Le Chauffour, et ici vers la fin du bois Le Chauly, ce sont les lignes françaises où se termine GG1. Si GG1 se termine, une autre tranchée donc va rentrer en ligne de compte, la ligne de défense Grande Garde numéro 2, qui prend naissance un peu plus loin, où nous allons maintenant. Après avoir quitté GG1, nous nous trouvons maintenant sur GG2. Alors cette grande ligne de défense, pratiquement au nord du bois Le Chauly, donc, était sous le commandement du lieutenant Robin de la 9e compagnie. Une petite anecdote, le sous-lieutenant Robin était dans ce secteur. Le sous-lieutenant Robin commandait une section de la 9e compagnie et figurez-vous qu'il n'y a aucun lien de parenté. Donc nous avions un lieutenant Robin et un sous-lieutenant Robin. Poursuivons notre cheminement. Alors en progressant bien sûr à proximité de GG2, nous pouvons découvrir cet obus torpille qui était tiré par un crapouillot français, un T58 numéro 1 ou numéro 1 bis. Quelle différence il y a? Le numéro 1 bis est pourvu d'une plaque de base pour une meilleure assise de l'arme. Alors, ce crapouillot tirait donc des obus soit de 16 kg, 24 kg ou 45 kg. Alors la portée, bien sûr, changeait. D'ailleurs,
le 16 kg porté à 600 mètres et le 45 kg porté en gros sur 350 mètres. Voilà. Donc il faut savoir que le lieutenant-colonel Drian avait fait en sorte d'obtenir ces nouvelles armes qui ont vu le jour qu'en 1915 d'ailleurs. Alors cet obus, en bordure du sentier, est signalé par une peinture fluorescente. Donc il est interdit d'y toucher. Il est en instance de ramassage par les services de déminage de Metz. Donc nous continuons ce sentier qui est très pédagogique, car comme je vous ai dit, les lignes allemandes, les lignes françaises, et nous allons nous rendre où le lieutenant-colonel Drian avait fait installer dans le secteur ici, pas très loin, un poste d'écoute. Bien, donc la découverte du poste d'écoute, c'est possible qu'il soit installé dans ce secteur. Alors c'est suite au premier espionnage téléphonique militaire de tout temps, grâce à un électronicien de l'époque, le lieutenant Delavie du 210e régiment d'infanterie, qui se trouvait dans le bois brûlé sur le saillant de Saint-Miel, qui était donc le patron des téléphonistes de son régiment, et après des bombardements, donc il allait réparer les fils téléphoniques qui étaient détériorés, et là il s'est aperçu qu'il y avait donc une résonance sismique, et ça lui a permis d'écouter donc ce qui se disait à l'autre bout du fil. Et là, il a découvert que ça parlait allemand et il s'est dit, je vais exploiter ce système. Et c'est devenu secret jusqu'au mois de juin 1915, où le général de division, commandant, qui était patron du secteur de Saint-Miel, a dit, ça y est, on va élaborer le système et on va le faire installer à plusieurs endroits du front. Et c'est ainsi que ce système arrive dans le bois des corps. Quand on dit le bois des corps, c'est au bois Le Chauly, à proximité donc des lignes allemandes qui se trouvent à peine à 50 mètres d'ici. Alors, précision, ces postes d'écoute donc étaient tenus pas par n'importe qui, ils étaient tenus par des gens qui comprenaient et parlaient la langue de Goethe. Donc ici, nous avions le chasseur Jickel et l'abbé Walter. Voilà. Alors, est-ce qu'ils écoutaient en alternance? C'est possible. Voilà. Mais toujours est-il qu'il faut se mettre à la place des gens qui, en pleine nuit, ont planté les baïonnettes à proximité donc des lignes allemandes. C'était des vrais commandos à l'époque. Alors à ce sujet, donc j'ai écrit un article qui est paru dans le numéro 145 de juin 2022, magazine Connaissance de la Meuse, qui comprend 3 ou 4 pages, je ne sais plus, et j'explique donc l'affaire du premier espionnage militaire, téléphonique militaire de tous les temps. Alors une précision concernant les renseignements obtenus par le lieutenant-colonel Drian. Il y avait certes des prisonniers effectués par des patrouilles de reconnaissance, des déserteurs alsaciens voire mosellans, mais aussi donc par les postes d'écoute. Et d'ailleurs ce poste d'écoute que nous venons de voir a eu un rôle très important au cours du mois de février 1916, puisque les écouteurs ont réussi à obtenir un très grand renseignement concernant l'assaut massif qui devait avoir lieu le 12 février 1916. Ça s'est passé la veille au soir, donc le 11. Seulement, pourquoi qu'il n'y a pas eu cet assaut allemand? Tout simplement parce que les conditions climatiques ne le permettaient pas. Les aéronefs allemands ne pouvaient pas décoller et l'artillerie allemande aurait été inefficace. Donc, ça a été reporté de jour en jour, comme je vous ai dit, cause des conditions climatiques très défavorables, déplorables même. Et ce fut donc le grand assaut, le grand bombardement, le Trommelfeuer, donc le 21 février au matin, où les conditions étaient pratiquement optimales. Bien, on s'arrête quelques instants ici devant ce qu'on pourrait appeler le bourbier finalement. Et il faut savoir que les chasseurs, lorsqu'ils venaient sur GG2,
passé par plusieurs boyaux qui venaient d'un secteur, un encaissement de terrain, finalement qui s'appelait le Bourbier. Et je pense que ce doit être les chasseurs qui ont baptisé ce secteur de ce nom Bourbier. Pourquoi? Tout simplement parce que cet encaissement de terrain passe un petit ruisseau qui s'appelle la Vaux d'Ordelle. Et bien sûr, par neige, pluie, ainsi de suite, c'est le gros Bourbier. Allons voir maintenant une tranchée, pas une tranchée, mais un boyau qui venait justement de cet endroit-là. Nous sommes maintenant à proximité d'un boyau qui vient donc du Bourbier, comme je vous ai expliqué précédemment. Et là, on commence à voir le terrain qui est en légère déclinaison, qui fait déjà une pente, et ça descend jusqu'au lieu-dit le Bourbier. Et ce boyau était emprunté par les éléments de relève du 59e ou du 56e BCP, le cas échéant. Alors, il faut savoir que les chasseurs restaient en ligne 4 jours. Ils étaient relevés le 4e jour au matin. Donc, nous arrivons à la fin de la ligne de défense Grande Garde numéro 2, ici, qui était commandée par le lieutenant Robin, 9e compagnie. À droite, nous avons toujours les lignes allemandes. Et ici commence la ligne numéro 3, Grande Garde numéro 3, qui, elle, est sous les ordres du capitaine Séguin, commandant la 7e compagnie, toujours à l'aube, bien sûr, du 21 février 1916. Voilà. Alors, cette ligne GG3 traverse la route qui mène au village de Flaba, que nous avons derrière, ici, à 2 km de cet endroit, à vol d'oiseau pratiquement. Maintenant, nous sommes sur la route qui mène au village de Flaba, situé en gros à 1,5 km de notre position où nous sommes actuellement. Et je voulais vous montrer donc la limite gauche pratiquement de GG3, un peu au-delà de la lisière à gauche. Ça traverse la route et puis ça continue un peu au-delà du gros arbre qui fait la corne du bois. Ici, nous avons à nouveau le bois des Corps. Le bois que vous avez en face à cette époque-là n'existait pas. Nous arrivons à la fin pratiquement de GG3 avec un abri pour permettre aux gens donc, de passer quelques instants de répit à l'abri des coups et des vues. Et ici, donc, au poste de combat qui était construit donc, par les chasseurs et qui était servi par une mitrailleuse, par le sergent Léger et 5 à 6 chasseurs qu'il avait à sa disposition. Alors, dans ce secteur, il y avait la section de mitrailleuses qui était commandée d'ailleurs par le sergent Léger. Et il avait aussi en adjoint le sergent Legrand, qui était un peu plus haut, mais dont les ruines, il n'y a plus aucune ruine. Et maintenant, je vais vous commenter comment s'est passé l'assaut allemand face à ce secteur. Les mitrailleuses du sergent Legrand et du sergent Léger, dans ce secteur-ci, avaient eu comme consigne de prendre sous leur tir une partie du bois juré que vous avez légèrement sur ma droite, et en face le bois miroir, tenu par les Allemands. En dessous du bois miroir, vous avez finalement Flaba. Alors, l'artillerie allemande était sur les hauteurs que vous voyez donc sur cette masse boisée assez sombre. Voilà, ça c'était l'artillerie allemande qui était disposée ici. La configuration des lieux par rapport à 1916 n'a aucunement bougé ici, il faut le savoir. Alors, du poste de tir du sergent Léger, en gros au débouché du bois miroir, vous avez en gros quelques 300 voire 400 petits mètres, disons. Voilà. Alors, après ce bombardement inouï de 9 heures, qui a 9 heures donc de bombardement intensif, du jamais vu pratiquement, à tel point que les vitres des villages qui environnaient donc ce secteur étaient cassées, quoi, finalement, ils n'avaient jamais entendu ça. Alors, les bois sont hachés menus, les troncs sont coupés,
tout est saccagé, tout est bouleversé. Le chasseur qui sortait de son abri après le bombardement avait retrouvé un lot de terrain tellement que c'était bouleversé. À l'issue donc de ce bombardement effroyable, les Allemands, en 3 vagues d'assaut, vont sortir du bois miroir et du bois juré. Parlons du bois miroir. Les Allemands, 3 vagues d'assaut. La première vague, c'est une vague de reconnaissance. Ils sont munis de fanions et de grappins pour monter encore aux arbres, afin de signaler à l'artillerie que certaines positions ne sont pas encore tout à fait éliminées. Mais finalement, ça ne servira à rien parce que pratiquement il n'y a plus aucun arbre debout. Alors ils arrivent comme s'ils étaient, disons, pour eux, sereinement. Pour eux, la vie humaine ne devait plus exister après un tel bombardement. Alors ils arrivent, un peu, je ne dirais pas la fleur au fusil, bien sûr, en disposition de combat, mais ils ne se pressent pas pour arriver justement jusqu'à la lisière du bois des corps. Ils franchissent. Le sergent léger qui est là avec sa mitrailleuse dit à ses hommes « Attendez qu'ils arrivent en gros à 30 mètres et on les assaisonne ». C'est ce qui va se faire. Les Allemands sont vraiment confiants. Ils ne savent pas qu'ils viennent vers la mort. Et là, le sergent léger va les éliminer, va faire des vagues d'élimination parmi donc cette première vague d'assaut. Une deuxième vague d'assaut arrive un peu plus tard. Ils ont encore des munitions, ils ont des grenades. Le sergent léger s'apprête, lui, à vivre ses derniers instants, tout comme le sergent Legrand et ses 5-6 chasseurs qui lui restent. Alors, la vague d'assaut est un peu plus, disons, guerrière. Ils vont vraiment à l'assaut. Le sergent léger réussit encore à en éliminer beaucoup. La troisième vague d'assaut arrive. Et puis là, finalement, le sergent léger, il n'y a plus que lui dans cette section de mitrailleuses. Le sergent Legrand et tous ses hommes ont déjà expiré. Le sergent léger donc tire encore quelques rafales jusqu'à épuisement des munitions des Lebel. Ils vont se battre avec des grenades, épuisement des grenades. Et finalement, les Allemands arrivent, c'est la baïonnette, et puis, mortellement blessé, le sergent léger tombe. Le capitaine qui commande la vague d'assaut allemande dit à ses hommes, voilà un combattant, voilà, vous devez suivre son exemple. D'ailleurs, des médias allemands, ça se rapportait, des médias allemands vont le citer en exemple. C'était la fin du sergent léger. Alors après avoir vu les grandes lignes de défense, les GG1, GG2, GG3, voyons une ligne de résistance dite des réduits, notamment R1, que nous avons ici dans le Bois-le-Comte. Alors quand on parle de réduits bétonnés, donc vous en avez un exemple ici, donc R1, et ici donc commence un petit chapelet de cette petite infrastructure bétonnée qui vont s'échelonner toute la lisière sud du Bois-le-Comte, pratiquement jusqu'au carrefour de la route menant de Vachereauville à Flabas, et celle bien sûr qui descend sur Ville-devant-Chaumont. Pour vous situer, vous avez Ville-devant-Chaumont et Flabas. Ok ? Voilà. Les lignes GG1, GG2 sont nettement plus au nord et à l'est. Voilà. Alors à quoi servait ce genre d'ouvrage ? Pour surveiller les secteurs, et c'était, disons, le dernier rempart de défense de tout le secteur du Bois des Corps, où ils avaient installé donc, de la surveillance munis de fusils mitrailleurs ou de mitrailleuses. Celui-ci est orienté vers donc, le nord-est, voilà, dans cette direction. La direction dangereuse étant celle-ci, où est supposé venir les Allemands. D'ailleurs, en parlant d'Allemands, nous sommes en gros à 400 mètres des lignes allemandes ici, pas très loin. Car nous sommes déjà à la pointe est
du Bois-le-Comte. Après avoir vu la grande ligne de défense numéro 2, la GG2, nous allons faire un tour sur les lignes de soutien. Ces lignes de soutien sont construites à l'intérieur même du dispositif. Elles ont pour objet d'être en deuxième rideau, de soutenir les vagues d'assaut au cas où elles submergeraient la première ligne de défense. Et c'est ce qui va se passer pratiquement dans la soirée du 21 février 1916. D'ailleurs, au cours de la nuit, la compagnie Seguin, va réussir à reprendre une ligne de soutien prise par les Allemands. Ce sera un acte héroïque dans la nuit du 21 au 22 février. Ce sera d'ailleurs la bonne nouvelle de la nuit qui viendra aux oreilles du lieutenant-colonel Drian. Franchement, ces chasseurs, c'est vraiment des héros. Alors c'est ici, finalement, que termine mon propos. Pratiquement à une distance en gros de 400 mètres des premières lignes allemandes, où vous avez plusieurs blocos d'ailleurs qui sont construits. La prochaine fois, nous verrons les lignes allemandes plus en détail. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires en conséquence. Je vous dis au revoir, à bientôt et portez-vous bien.